sur les 300 pages, il y en a moins de 3 pour expliquer ce qu'ils appellent la séquence probable d'effondrement. Et cette séquence probable d'effondrement, d'après le NIST, elle est due à un affaiblissement thermique de la structure. Alors pour les deux, hein, et pour la tour nord, je cite, enfin en traduisant évidemment, c'était pas en français, le mouvement vers le bas de ce bloc structural, il parle du bloc qui était au-dessus de l'attaque, hein, donc au-dessus du 98e étage, était plus que ce que la structure endommagée ne pouvait supporter, et l'effondrement global commença. On aurait presque envie de rajouter, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, parce que ça fait un peu conte pour enfants. Et pour la tour sud, c'est exactement la même phrase. Donc voilà l'explication officielle de l'effondrement des tours jumelles. Donc je rappelle, 3 pages dans un rapport de 198, et sur les 3 pages, en fait, la seule véritable explication, c'est ça. Il y a un deuxième document que vous pouvez télécharger librement aussi, qui s'appelle presque pareil, NIST NC-STAR 1A, qui concerne le 3e bâtiment, numéro 7. Donc ce document fait 130 pages, il concerne donc le WTC7. L'effondrement de ce bâtiment était un effondrement progressif induit par des incendies. C'est pas moi qui l'invente, hein. Un effondrement progressif induit par des incendies. Bon, bien. Et sur la même page 48, une chute libre, ils disent eux-mêmes, hein, ils ont été obligés de le reconnaître, une chute libre sur approximativement 8 étages avec l'accélération de la pesanteur pendant environ 2,25 secondes. 2 phrases sur la même page. Donc l'effondrement est progressif, mais le bâtiment tombe en chute libre. Bon. Et voici d'ailleurs une image du site où vous voyez par exemple le control point, qui est donc le local technique, on va dire, et puis ce qui est derrière appelé ground zero, et le terme ground zero, ça veut dire, enfin jusqu'en septembre 2001, ça voulait toujours dire une seule chose, c'est le point à la verticale d'une explosion nucléaire, soit à la verticale supérieure, si l'explosion est souterraine, soit à la verticale inférieure. Ça n'a jamais voulu dire autre chose. C'est un point, c'est du vocabulaire militaire, militaire nucléaire. Bon, ça démontre rien, bien sûr, je vous le signale. Les différents effets d'une bombe nucléaire, suivant la profondeur d'enfouissement, vous avez de tout, c'est-à-dire que alors ici vous avez différents schémas, ce qui est en gris, ce sont des débris en fait, hein, c'est pas un trou, hein, ce sont des débris. Si vous enfouissez la bombe à très grande profondeur, ce qui était le cas de la fracturation nucléaire dont je parlais tout à l'heure, vous avez une caverne, vous créez une caverne, vous provoquez un séisme en surface quand même, qui est sensible, mais rien de visible, quasiment rien. Bon, sauf si vous avez des instruments de mesure, bien sûr, vous allez mesurer un petit peu de radioactivité qui s'échappe, mais à peine. Et puis, si vous faites ça à faible profondeur, vous avez un cratère en surface et énormément de poussière fine. Et on a toujours, dans tous les cas, une onde de choc extrêmement violente, destructrice, et qui... Alors, c'est pas l'onde qui génère la quantité de chaleur, mais c'est l'explosion elle-même, en vertu du principe de conservation d'énergie. Vous faites péter quelque chose qui libère une énorme quantité d'énergie quelque part, cette énergie, elle est en partie transformée en énergie cinétique si on éjecte des rochers par exemple, mais pour l'essentiel, elle est convertie en chaleur, donc on a une énorme quantité de chaleur libérée. Et voilà maintenant que justement, je reviens à New York, avec une photo aérienne. En fait, il y en a 2 ici qui sont les photos du même endroit, qui sont un petit peu superposées, et ce que j'appellerais the smoking gun, puisque ce sont des thermographies infrarouges. Donc, par avion ou satellite, je ne sais pas, probablement par avion, avec donc des échelles de couleurs que je ne commenterai pas ici, mais vous voyez très bien
sur cette photo, donc je vais mettre, alors c'est pris le 7 et le 8 octobre 2001. Hein. Donc la tour nord ici, la tour sud et le bâtiment numéro 7. Et comme par hasard, ces trois zones sont chaudes. Et d'ailleurs, tout le monde sait bien qu'il y a eu énormément d'incendies après les attentats du 11 septembre. En fait, il y a eu des incendies pendant 100 jours. Alors, c'est pas exactement des incendies pendant 100 jours, enfin, le dernier incendie éteint par des pompiers a été éteint 100 jours après les attentats. C'est vérifiable, c'est dans la presse. Il y avait un paquet de pompiers sur place, pas seulement les pompiers de New York. Et alors soit c'est vraiment des pieds nickelés, ils ne savent pas éteindre les incendies, soit c'est qu'il y avait vraiment un gros problème. Parce que imaginez 3 mois d'incendie dans des ruines, alors que l'eau a tendance quand même à s'écouler vers le bas, normalement. Donc si, je veux bien qu'on ait du mal à éteindre un incendie qui est très très haut, mais éteindre un incendie dans des sous-sols en faisant couler de l'eau, normalement, c'est pas très compliqué. Enfin bref. Donc, Judy Wood, que je citais tout à l'heure, est célèbre pour sa phrase « Where did the towers go ?» Moi, je vous en propose une autre. « Where did the heat come from ?» D'où vient la chaleur? Parce que cette chaleur, en fait, on peut l'évaluer de façon relativement simple. Et vu que la conservation de l'énergie, c'est quand même une des bases de la physique, c'est-à-dire que si vous commencez à me dire que l'énergie, on peut en inventer, on peut en créer à partir de rien, moi je ne suis plus d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mes collègues qui seraient d'accord d'ailleurs. Il faut peut-être se poser la question d'où vient cette énergie. C'est un journal à comité de lecture, donc sérieux, entre guillemets. Je traduis ce qui est intéressant. Donc d'un point de vue d'ingénieur, l'événement, donc les attentats, avait beaucoup d'aspects absolument fascinants. Le plus fascinant d'entre eux était ouvrez les guillemets, l'avion qui s'enfonce dans le bâtiment sans aucune résistance, quoi. Cela signifie que la structure de l'avion a coupé la structure du bâtiment sur sa lancée. L'avion était construit d'une fine pellicule d'aluminium d'environ 2 mm d'épaisseur qui était renforcée par des nervures longitudinales et latérales sur des éléments un peu plus rigides. Les colonnes extérieures dans la zone de l'impact avaient 6,9 mm d'épaisseur, donc c'était des carrés. En fait, je pourrais, si ça vous intéresse, vous montrer ce que c'était. Des carrés, des colonnes carrées, et l'épaisseur de la tôle de la colonne était de 6,9 mm. C'était un peu plus d'ailleurs pour la tour sud, parce que entre guillemets, l'avion est arrivé plus bas, c'était plus épais. Avec une largeur de 356 mm. Cependant, les fines ailes en aluminium ont coupé l'acier beaucoup plus épais. Alors moi je vous fais maintenant une autre traduction. Donc ma traduction à moi. Et les gars, nous on vient de démolir Bazan et ses calculs à la con. Maintenant on aimerait bien que d'autres se dévouent pour traiter de la physique harry potterienne du découpage de colonnes d'acier par des ailes d'avion où il est indiqué en clair qu'il ne faut pas marcher dessus parce que c'est trop fragile.